Donc je vous propose aussi une seconde petite vidéo assez rapide pour pouvoir aborder le nouveau chapitre que nous allons avoir ensemble qui s'appelle une alimentation éco-responsable. Donc on avait déjà travaillé un petit peu dessus pour ceux qui avaient bénéficié de ces articles-là comme support de travail pendant les vacances. C'est les articles que je vous avais distribués avec les questions liées aux articles et puis les tableaux synthétiques à remplir. Donc je vous enverrai une correction de tout ça, je pense, la semaine prochaine, quand vous m'aurez tous rendu, parce qu'on n'est pas encore tous rendu vos devoirs. En tout cas, nous allons aborder une nouvelle thématique et nous allons parler ensemble de ce qu'est le développement durable et comment on se responsabilise de ce point de vue-là en tant que citoyen. Donc avant de parler à proprement dit d'alimentation éco-responsable, on va s'intéresser à ce qu'est le développement durable et puis ce sera un acquis pour l'ensemble des chapitres qui évoqueront ce point. Donc le développement durable, c'est l'idée que les sociétés humaines continuent à se développer sans pour autant engloutir l'ensemble de leurs ressources en un temps record. C'est pour ça qu'il existe le mot durable. C'est un concept qui date maintenant de plusieurs dizaines d'années et puis qui va faire se recouper plusieurs sphères, d'accord? Donc une première sphère environnementale, d'accord? Qui va regrouper la biodiversité, les ressources alimentaires, le changement climatique. Elle va s'intéresser à quel état est notre environnement. On pourrait même parler d'état de santé de notre environnement, des écosystèmes qui nous entourent. Mais pour parler de développement durable, on va aussi englober une deuxième sphère qui est la sphère sociale, d'accord? Où on va parler de la santé des populations, de leur bien-être, de l'insertion des différentes populations, parce que ça fait partie, et de façon primordiale, de ce qu'est le développement durable, puisqu'on parle du développement humain. L'interaction entre la sphère sociale et la sphère environnementale va nous donner un environnement vivable en termes de santé et d'environnement. D'accord ? Donc les populations vont pouvoir vivre en bonne santé dans un environnement sain lui aussi. Et puis on va croiser avec cette sphère sociale et cette sphère environnementale une troisième sphère qui est la sphère économique et qui va nous permettre malgré tout d'assurer un certain développement avec des capacités de production, une insertion dans l'ordre global du monde et puis d'être capable de fournir de l'innovation et de la recherche. Ok. Donc cette sphère-là est très importante aussi puisqu'elle permet en fait de coexister avec les autres, puisque l'homme a une dimension créatrice très importante et que cela lui permet de maintenir à la fois une économie dynamique et puis également aussi de répondre à ses besoins d'invention et de créativité. Donc la sphère économique va interagir avec la sphère environnementale pour être viable, d'accord, en termes de mode de production et de consommation. Et la sphère économique va interagir avec la sphère sociale pour être équitable, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de grosses inégalités entre les hommes et puis que le principe de solidarité continue d'exister. Et tout ça, ça va nous donner un développement qu'on qualifie de durable, de soutenable, c'est-à-dire que l'on peut continuer à faire perdurer dans le temps, dans les années à venir. Alors vous allez me dire, c'est une belle théorie, peut-être une utopie, ça nous donne au moins un cadre de pensée à défaut d'être tout le temps applicable ou réaliste. On va s'intéresser ici, on va faire un zoom sur l'alimentation éco-responsable. Je vais vous parler de deux concepts clés. Le premier concept clé qui consiste à parler des circuits courts. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit court dans l'alimentation, la distribution alimentaire ? Donc classiquement, on a cette chaîne que vous voyez ici de distribution de l'alimentation. On a un producteur à la base, ici fléché en vert, une entreprise d'expédition, un grossiste ou une centrale d'achat. Donc là, on vous donne des exemples, Rungis, Euro-Auchan, Inca, qui vont alimenter un vendeur. Ce vendeur, ça peut être un marché, un détaillant, un primeur, mais ça peut aussi être une grosse enseigne. Et on peut arriver ici à l'acheteur. L'idée du circuit court, c'est de mettre moins d'intermédiaires, par exemple d'aller essayer de shunter, c'est-à-dire de
supprimer ces intermédiaires qui font souvent augmenter le prix de l'alimentation et puis qui du coup ont tendance à mondialiser la production et l'exportation de produits alors qu'on pourrait s'alimenter en circuit court à proximité de chez nous avec les producteurs dits locaux. Donc ici, on a un circuit court, on voit qu'on a le producteur qui va directement s'adresser au vendeur, donc soit un petit magasin de producteurs, un magasin à la ferme, des paniers en ville, des lieux de distribution, directement par internet. Et puis tout ça va aller directement à l'acheteur, c'est-à-dire qu'on va raccourcir dans le temps et dans l'espace les liens entre le producteur et l'acheteur. Tout ça va être plus court, ce circuit va être donc condensé, raccourci. Ça présente de nombreux avantages qui sont listés ici, déjà du point de vue du consommateur, puisqu'il va acheter à un prix plus juste. Il n'y aura pas d'intermédiaires qui auront fait augmenter le prix, d'entreprises intermédiaires qui vont ponctionner une partie de l'argent. Et ça a un autre avantage, c'est d'avoir des produits frais et de saison, puisqu'à proximité de son domicile. Produits qui viennent de manière très locale à la proximité du domicile. Ça a aussi de grands avantages en termes environnementaux, puisque ça nous permet de respecter les saisons. On n'importe pas des produits qui viennent de très très loin. Ça nous permet de réduire le transport, parce que quand on importe au mois de décembre des fraises en provenance, par exemple d'Israël, ça a un énorme coût en termes d'empreinte carbone. On va les faire voyager par avion. Et puis, moins en fait on fait d'intermédiaires, plus on limite les emballages parce qu'on va avoir accès à un produit frais qui n'a pas besoin d'être mis sous vide, d'être conditionné pour faire de longs voyages. Et puis enfin, on va contribuer à maintenir un tissu économique local fort en soutenant les emplois à proximité de chez nous et donc en assurant un maillage social important. Voilà les avantages du circuit court. On va faire un petit zoom aussi sur ce qu'est la saisonnalité, on l'a évoqué à travers les circuits courts. Il faut savoir que tous les fruits et les légumes ne poussent pas toute l'année. D'accord ? Il y a une temporalité pour la production de ces fruits et ces légumes. Donc là, on a un exemple avec les fruits. Donc quand les cases sont en orange, c'est les périodes de production de ces fruits. Donc on voit qu'il y a des fruits qui sont produits largement au cours de l'année, comme les pommes, puisqu'on peut en avoir en janvier, en février, en mars. On va avoir un gap, un trou en avril et mai. Et puis à partir de juin, juillet, on va pouvoir retrouver des pommes. D'accord ? Ça va être aussi un peu le cas des poires, par exemple, et des oranges. On pourrait dire un peu ça pour les mûres, même si on ne les retrouvera pas en hiver, mais plutôt sur la saison printemps-été. A l'inverse, on va avoir des fruits comme les abricots qui ne vont pouvoir être produits que sur des temps très courts. Juillet et août pour les abricots, pour les cerises, juin, juillet, août. Donc, consommer des cerises en plein mois de décembre, en fait, c'est qu'il y a eu y a un caillou dans le potage, il y a un truc qui marche pas, ça veut dire qu'on les fait venir soit de l'autre bout du monde, ça coûte cher en carbone, soit qu'on les a mis sous serre chauffée. Alors pour les cerises c'est compliqué, mais on peut l'imaginer pour les fraises, et à ce moment-là c'est pareil, en termes d'empreinte carbone, on est mauvais, puisqu'on chauffe des serres qui n'auraient pas besoin d'être chauffées. L'idée ici étant de consommer les fruits au moment de leur arrivée naturelle à maturité. Donc on va manger en été des abricots, des cassis, des cerises, des fraises au printemps, des framboises, etc. Et puis en automne, des pêches, des mirabelles, du melon, tout ça en été. Et à l'inverse, en automne, on va plutôt, automne-hiver, se rabattre sur des fruits dits de saison, donc les oranges, les poires, les pommes, etc. De même pour les tomates, on a l'habitude aujourd'hui de voir des tomates à n'importe quelle saison dans les supermarchés. Or, les tomates sont en réalité produites localement, dans nos contrées, en juin, juillet, août, septembre et un peu en octobre. Voilà, donc les tomates, c'est l'été et c'est pas le reste du temps. On peut voir la même chose avec la saisonnalité des légumes. Et on peut voir qu'il existe des légumes qui poussent toute l'année, tels que les carottes, le céleri, les choux. Et puis à l'inverse, certains légumes vont être disponibles très peu de temps dans l'année. C'est par exemple le cas des asperges, qui ne sont présentes que 4 mois dans l'année. Les aubergines, elles ne vont être présentes qu'en été.
De même pour les courgettes et les concombres, hein, même si on en consomme toute l'année, c'est que ceux-ci sont élevés sous serre. A l'inverse, on va voir que les endives, elles, vont plutôt pousser l'hiver. Donc tout cela nous indique quoi? Nous indique qu'il y a des moments dans l'année pour manger certains fruits et légumes, que tout n'est pas à disposition tout le temps et que ces calendriers peuvent nous aider à savoir quoi acheter pour respecter le cycle des saisons et donc une production locale et qui a une empreinte carbone, un rejet de carbone limité. Voilà, allez, c'était l'introduction pour ce chapitre-là. On se retrouve pour la suite. À bientôt!